bien antifragile, par les épreuves. Et, voilà, chaque épreuve est toujours une façon d'aller toujours plus haut. C'est des cadeaux. Ouais. Mashallah. Merci Nicolas Taleb. Vous pouvez noter. Merci, Khaira Barakallahu Fiki. Donc, on a hâte que tu proposes et que tu te livres. On en mettra en place et j'aimerais le faire pour le mois de décembre. Ok. Ouais, ouais. Et ben, écoute, n'hésite pas, Khaira, sinon on peut envoyer l'info. Inch'Allah, avec plaisir, parce qu'on a besoin de plus en plus de personnes qui s'investissent pleinement, mais des gens comme Khaira, qui ont un passé, qui ont un vécu et qui partagent, voilà, exactement, et qui partagent vraiment en profondeur son vécu pour pouvoir justement améliorer la situation autour de soi et aider les gens. Quand tu es passé par là, quand ça te prend aux tripes, la qualité elle sera complètement différente et l'investissement sera complètement différent et ça te parlera parce que la connexion elle sera là. Au niveau énergétique, elle sera là de toute façon. C'est vrai qu'en fait, on a tous quelque chose en nous comme ça. Ah oui, ouais. Et du coup, pour le trouver, faut voir en fait nous, notre passé, et voir ce qui nous anime au fond. C'est ça. C'est ça. Trouver un métier, mais qu'est-ce qu'on se connaît déjà pour trouver des métiers quand on est plus jeune, pour les enfants. Exactement, exactement. J'aime bien, j'ai pas testé, j'ai pas fait, comment nous on va se retrouver. Tout à fait. On se retrouve à tout le monde à la trentaine, je veux changer de métier, je veux changer de truc, je veux changer de truc. En fait, par exemple, pour découvrir le mode de il y a tout un processus, mais en réalité, tu regardes par exemple la diva en bas. Tu vois, c'est ce qui t'anime. Ce qui t'anime, ce que tu fais avec fluidité, avec plaisir. C'est l'impression que tu n'as pas fait d'effort, tu rentres du truc. C'est ça. C'est ton ikigai, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a, c'est. On dit t'as un talent. Oui, ça, t'as un bon. T'as un talent, ouais, mais je sais pas. Non, en fait. La personne, elle sait pas tout ça. Non, exactement. Et ils le disent, énergétiquement parlant, on a tous, ce sont pas des dons, on a tous ces capacités en nous qu'il faut aller chercher. Même, je vais donner un exemple, par exemple, le don de médiumité, voilà, capacité de voir des choses, etc. Tu peux les développer. C'est-à-dire tu vas pas me contredire, Khaira, on a comme un sixième sens, on est avec un sixième sens. Si tu le travailles, eh bien, tu peux faire quelque chose de magnifique. Et c'est pas un don, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, ces capacités extrasensorielles, on les a. Il faut juste prendre le temps, la société, malheureusement, comme on dit, on sait très bien, on nous a tellement formaté qu'on nous empêche d'aller voir au plus profond de nous-mêmes et de réveiller cette capacité extrasensorielle. Eh bien, si nous, on se concentre sur ça et comme tu dirais là, grâce à, Inch'Allah, ton travail, etc., eh bien, on va pouvoir justement accéder à cette partie de nous-mêmes qui est super importante. En fait, on a mis de côté tout ce qui est le monde invisible. Voilà, exactement. Le monde invisible, chez nous, les musulmans, le monde invisible, voilà. sont libres. On parle très très bien. Et le monde invisible, on a un peu diabolisé. C'est exactement le terme. On a diabolisé, tout à fait. Diabolisé. Dans le monde invisible, quand tu es connecté à Allah, tu cherches ta verticalité, tu vois, tu recherches vraiment ta verticalité, tu peux avoir accès au monde invisible. Complètement. Ce que tu vas ressentir, etc. Un accès, pas dans le sens, tu vas parler avec Non, je pense pas de ça. L'âme, comment elle se ressent. C'est-à-dire que la connexion, tu ressens les choses, en fait. L'intuition, ça fait partie du monde invisible. Oui, l'intuition, exactement. L'intuition, l'instinct. C'est ça. C'est un truc que tu développes. Ouais. En fait, il faut recaler ton corps avec ton... Oui, ça se prend. Voilà. En fait, il faut trouver les trucs décalés, quoi. Les rééquilibres, le rééquilibrage. On est un peu... C'est vrai. À partir du moment où tu me dis que tu as un esprit divin en toi. Ça, il y a un potentiel forcément. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers ça, à aller s'intéresser à ça. Tu dis en vérité. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire laisser l'enfant découvrir son plein potentiel. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et donc, comme tu dis, là, je suis là à 1000% d'accord avec toi, et puis c'est une nécessité, c'est même urgent de le faire, c'est de faire ce travail de dépouillement, comme tu dis, de déploiement, dépouillement, déploiement des adultes, et comme tu disais, ça rejoint ce que tu disais, Sakina, soigner ses blessures, tout en étant maman, on n'est pas obligé d'attendre d'être maman avant de soigner ses blessures. Il y en a qui le font, tant mieux pour elles, qui préfèrent attendre, et d'autres qui, voilà, le bébé est là, on n'y est pour rien, voilà, on l'a pas programmé. Et en parallèle, tu fais ce genre de travail. En réalité, les enfants, c'est fait pour ça aussi. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et je me disais ça, moi, je me suis dit,
En fait, ma motivation, mais ma motivation pour avoir des enfants, je me suis dit, c'est sûr que si j'ai un enfant, je suis obligée de me dire qu'il faut que je sois meilleure. Et je suis obligée d'aller chercher, puiser dans moi qui je suis, comment je fonctionne, comment je fais, pour pouvoir répondre aussi aux enfants. Et c'est sûr que les enfants vont m'apporter. C'est vrai que moi, j'avais cette vision de l'enfant va m'aider à m'élever, mais en fait, on va s'élever ensemble. Moi, c'était vraiment ça ma motivation pour mes enfants. Sinon, Ah, machallah, c'est noble, hein. C'est vraiment ça, comme c'est wow. Moi, c'est juste pour m'élever, en fait. On va où? On fait comment? Ensemble. C'est pas de l'élevage, c'est ça. Ils sont pas là. C'est ça pour ma motivation. L'enfant, en fait, il a une mission de vie. Oui, sa mission de vie, quand il est petit, c'est de t'élever toi. C'est ce qu'elle disait, Latifa. Tu sais, quand tu as parlé, des fois, je voulais intervenir, mais c'est ça, en fait. Interviens, n'hésite pas. Hein. Directement, elle a dit tout ce qu'on vient de dire, en fait. Ce qu'elle a dit quand elle a dit moi, je prends l'enfant et puis je note, quoi. C'est vraiment, il t'apprend la vie. Et en fait, à travers les réactions de tes enfants, si ça te fait réagir, tu dis il y a quelque chose qui. Les enfants, ils imitent absolument tout ce qu'on fait. Ah ouais, après, les fameux neurones miroirs, on en parlera la prochaine fois. Alors, on va continuer pour pas disperser, parce que vous voyez, c'est un sujet hyper riche, il y a tellement de choses à dire. C'est humain, donc l'humanité, elle est complexe. L'humain, il est très, très complexe et c'est super passionnant. Et voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, voilà, aller sur des thèmes, pouvoir les développer plutôt que de les survoler. Donc c'est important ce groupe de parole, ces groupes de parole, il y en aura un par mois, tous les premiers dimanches du mois. Le but, c'est de se recentrer, voilà, sur le plus important, le plus urgent aujourd'hui, et ensuite, voilà, aller découvrir d'autres choses et s'intéresser, et se sensibiliser à toute cette complexité de l'être humain. C'est important de s'intéresser à ça, s'intéresser à soi. On est humain, on ne sait même pas comment on fonctionne. Donc c'est la moindre des choses quand on apprend quelque chose, qu'on apprend déjà sur soi. Donc on va poursuivre. Alors je vais faire juste un petit résumé de tout à l'heure. Donc on avait parlé des violences invisibles. Donc on avait nommé la violence verbale. Je vais vous citer quelques exemples. Critique destructrice. Par exemple, répéter à l'enfant qu'il est nul, incapable ou qu'il ne réussira jamais. Voilà, ça c'est des phrases classiques qu'on peut entendre parfois. Comparaison toxique. Alors ça aussi, c'est donc une maltraitance verbale qui rentre dans la catégorie. Tout à fait, exactement. Donc ça rentre dans la catégorie des violences verbales, comparaison des enfants entre eux et comparaison des enfants avec le voisin, avec la cousine. Dans la culture maghrébine et africaine de façon générale, je ne sais pas si vous c'était pareil, on nous a beaucoup comparé à un tel, la cousine, la voisine, etc. Mais c'est destructeur, c'est une catastrophe. Les blessures émotionnelles qui naissent de ça, au niveau, on va citer tout à l'heure la conséquence de toutes ces choses-là, toxiques, sur l'enfant, c'est une catastrophe. Ça, c'est détruire son enfant. C'est même pas couvrir sa fitra ou mettre une couverture ou là. Là, tu déglingues ton enfant. Là, tu l'assassines émotionnellement, bien comme il faut, comme ça. Tu coupes. Tu dis, allez, vas-y, va découvrir le monde maintenant. Mais il est comme ça, le gamin. Voilà, tu vois. Donc, ridiculiser l'enfant, bien sûr, ça va de soi. Devant ses camarades encore plus, devant les autres. Donc, oui, la comparaison. Ridiculiser même l'enfant, même de façon humoristique. Hein. Oh, c'est avec humour, mais non, c'est pour plaisanter. Mais regarde, tu vas devenir un gros patapouf si tu continues à manger comme ça, etc. Et ceci, cela. Bon, des choses anodines pour nous, mais non, mais c'est pour plaisanter que je dis ça. Non, quand tu vois la réaction de ton enfant, eh ben, tu vois qu'il est vexé, ben n'insiste pas. Au départ, ça peut nous arriver de plaisanter, mais quand on voit la réaction de l'enfant, on se dit, hop, là, il y a une alerte, là, j'ai touché un point sensible. Ça me donne un petit exemple, une petite anecdote. Mon petit neveu de 6 ans, il est vers moi et tout, puis je lui fais, oh là là, je vois, t'as des moustaches. Voilà, il y a un petit duvet qui commence à se former, t'as des moustaches. Et puis tout de suite, j'ai vu sa réaction. Il a froncé les sourcils, il m'a regardé le regard noir. Il m'a dit, non, pourquoi tu dis ça? Je fais, oh non, ben non, c'est du il a 6 ans. Là, c'est récent. Et je lui fais, oh, t'as des petites moustaches. Moi, je pensais ça allait lui faire plaisir. Un petit garçon, tu deviens un petit homme. Et il me regarde, il me dit, le regard noir, non, pourquoi tu t'es plus? J'ai senti l'humiliation, le pauvre. Et je lui dis, ah non, je me suis trompée, c'est du chocolat, là. Je pense que c'est du chocolat, c'est une petite tache. Non, excuse-moi. Puis hop, voilà. On fait diversion et on essaie de rattraper le tir, tu vois. Donc, voilà, une réaction toute bête. Et ben, si j'avais persisté, j'avais pas vu la réaction émotionnelle sur son visage, l'émotion, eh bien, j'aurais persisté.
Gamin, voilà, ça va être un complexe, petit gamin de 6 ans, tu vois. Les complexes, ils naissent comme ça. Et des fois, parfois, c'est vrai que ce qui laisse des traces, c'est la répétition, mais parfois, il suffit d'une remarque qui va réactiver quelque chose peut-être de plus ancien. Et ta remarque, elle a réveillé des choses horribles pour l'enfant. Donc, faire attention à ça. La différence ou l'ignorance émotionnelle, on en avait parlé tout à l'heure. Minimiser les émotions de l'enfant. Dire à l'enfant, tu ne pleures, arrête de pleurer pour rien, c'est pas grave, arrête de faire des histoires. Les garçons, ça pleure pas. T'es un gros bébé, arrête de pleurer, etc., etc. Manque de reconnaissance, ne jamais, par exemple, encourager, bien sûr, ça va de soi, ne jamais encourager son enfant, le valoriser ses efforts plutôt que ses réussites. Ignorer les signes de mal-être ou de difficulté. Ouais, ça aussi, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, on a tendance à valoriser la réussite de l'enfant plutôt que ses efforts. Ok? Donc, ne jamais dire, par exemple, à un enfant, enfin, ne jamais dire. Éviter plutôt. Bon, là, c'est dans le langage courant où on a tendance à dire « Oh, c'est super, ton dessin, il est magnifique !» En faire des tonnes parce qu'on pense bien faire. C'est vrai qu'on l'a tous fait, on le fait encore aujourd'hui. Un enfant qui fait un super dessin. « Regarde, j'ai fait un beau dessin, c'est magnifique !» Et puis, toutes les réalisations qu'il va faire, toutes les choses qu'il va faire de bien, on est beaucoup on va l'encenser, mais c'est magnifique, c'est très bien, c'est beau. Oh, mais tu vois comme t'es grand, mais c'est génial. Et on a tellement une réaction, on veut lui montrer qu'on est fier de lui en exagérant la joie. Le problème, c'est que ce que l'enfant va interpréter, c'est que si je fais quelque chose de bien, mon parent va être fier de moi. Donc, la motivation, elle sera plus intrinsèque, mais extra-sec, pardon. C'est-à-dire, il va le faire, elle va être extériorisée. La motivation va être extériorisée et je le fais pour la réaction positive du parent vis-à-vis de moi. Donc, le travail que l'enfant fera n'aura pas de valeur personnelle. Ce sera toujours par rapport au regard des autres. Et si on éduque nos enfants comme ça, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme on le voit, malheureusement, on fait surtout les choses pour les autres. Voilà. Voilà. On fait les choses pour les autres. On attend l'approbation des autres. Et on tombe dans une addiction, malheureusement, pour plaire. Je vais tout faire pour plaire ou surtout pour ne pas déplaire à l'autre. Et là, on s'oublie complètement. Donc, quand un enfant, un exemple, fait quelque chose de bien, dans l'exemple de Céline Alvarez, justement, dans sa classe, et Maria Monté... Sur le dessin, sur l'œuvre, le parent doit poser une question sur l'œuvre qu'a fait l'enfant. Exactement, s'intéresser plus à son travail, exactement. Maria Montessori, elle, dans sa classe, quand elle avait fait l'expérience, les enfants géniaux, hein, comme je vous avais expliqué, voilà, elle a réussi à faire un travail formidable avec eux. Les gens venaient du monde entier pour voir les travaux de Maria Montessori dans sa classe. Et quand ils regardaient la réalisation des enfants, il y en a qui disaient, alors c'était des diplomates qui venaient, des ambassadeurs. Oh, qui a fait ça? Quel enfant a fait ça? Maria Montessori, elle lui dit, bah, ça doit être Geppetto, là-bas au bout de la classe. Alors l'ambassadeur, hey, Geppetto, viens, c'est toi qui as fait ça, mais c'est magnifique, etc. Il le regarde. Il va continuer ses activités. Et les enfants, la réaction, c'est, pourquoi tu me dis que c'est bien? Mais je m'en fiche de ton avis. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire quelque part. L'interprétation, c'était ça. C'est pourquoi le gamin, il regarde comme ça, le gars fasciné par l'œuvre de l'enfant. Et puis, c'était comme ça avec plein d'enfants. Hein. Et ben, les enfants, la réaction qu'ils ont eue, d'ailleurs, les personnes qui venaient visiter les écoles de Maria Montessori étaient étonnées de voir la réaction des enfants. Il n'y avait pas de joie dans leurs yeux quand on disait, c'est magnifique ce que tu as fait. Regardez, mais avec interrogation, mais pourquoi il est content? Je vois pas l'intérêt, je vois pas d'explication à ça. Pourquoi il est content, ce monsieur? Voilà, vous voyez? Donc, l'enfant, et quand on éduque nos enfants dans l'encourager, enfin, le féliciter sa joie, féliciter sa réalisation dans le sens où l'enfant te montre un petit dessin, par exemple. Oh, regarde maman, ou regarde tata, ou regarde papa, ou maîtresse, regarde ce que j'ai fait. C'est beau, regarde, il est beau mon dessin. Je fais, oh oui, effectivement, c'est un beau dessin. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content de ton dessin? Ou alors, comme tu dis Rachida, montre-moi ça, montre de l'intérêt. Pourquoi? Ah ouais, je vois que tu as fait un joli arbre et tout. Ah, et c'est quoi ces petites choses-là? Ah d'accord, ok. Ah, alors tu le trouves bien mon dessin, il est beau? Ah, moi je le trouve beau, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Retourner toujours la question à l'enfant, lui montrer que c'est pour lui la réalisation ou le résultat le concerne lui. C'est vrai, je peux donner mon approbation extérieure, mais la priorité c'est toi. Le plus important, c'est ce que tu penses, toi, de ton travail. Est-ce que tu es content
Ah oui, j'aime bien et tout, j'aurais pu aussi faire ça. Oui, effectivement, si tu veux, mais oui, j'aime bien ça aussi, ouais, pourquoi pas. Et discuter, mais de façon, on va dire, objective. Voilà, avoir un regard objectif sur le dessin. Bien sûr, s'il est dégueulasse, le dessin, on va pas dire il est dégueulasse. On va dire, ah oui, effectivement, est-ce que tu es content? Ah ouais, je suis super content. Ah bah c'est très bien, si tu es content, je suis content pour toi. Voilà. Et mais garder toujours, lui faire sentir que ce qu'il fait, c'est pour lui. S'il n'est pas content, eh ben on va discuter. Pourquoi tu n'es pas content? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer? Donc, c'est toujours cette notion de accompagner, encourager. On est là en tant qu'accompagnateur. On n'est pas là en tant que dictateur ou alors imposer des croyances, des choses sous prétexte qu'on imagine que l'enfant est une page vierge ou une coquille vide à remplir. C'est complètement faux. On est là pour l'accompagner. Et on s'adapte, bien sûr, à chaque enfant. Voilà. Et c'est vrai, quand on a beaucoup d'enfants, on est fatigué. D'ailleurs, Céline Alvarez, elle l'expliquait une fois, elle était interviewée sur un plateau télé. La journaliste qui lui dit oui, mais écoutez, vous parlez de ça, ça. Bon, après, c'est un peu la provocation. Souvent, on lui disait oui, vous allez en faire des enfants rois, etc. Et oui, mais c'est pas, oui, mais en même temps, c'est pas évident quand on travaille aujourd'hui avec le rythme qu'on a, les sociétés comme ça, industrielles, enfin industrielles modernes, etc., etc. On peut pas faire tout ça, tout ce que vous dites. C'est pas la question de faire ce qu'on dit. Mais elle, Céline Alvarez, c'est une dame qui n'a pas d'enfant. D'accord? Donc, les gens, ils pourraient on va dire, l'attaquer. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On pourrait l'attaquer sur ça. Ben, c'est bien beau, toi, tes discours, mais t'es que 5 heures par jour, en évitant 5 heures 4 heures, 4 jours par semaine, 5 heures par jour avec des enfants. Bon, ok, tu as 27 enfants, mais bon, voilà, c'est une classe. Tu les as pas tout le temps. Ok, comment tu peux dire qu'on n'a pas le choix? Parce qu'elle, sur le plateau télé, elle dit, la journaliste, elle dit oui, mais c'est pas évident. Elle a même pas su répondre. Elle a fait, bah, c'est comme ça. Elle lui a dit c'est comme ça. Elle dit oui, mais comment on fait? Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les faits sont là. On n'est pas en train de dire, en train de trouver, on va dire, de se contorsionner pour essayer de dire à la science ou au résultat qu'on a fait que c'est pas évident. Elle a dit, en gros, je ne sais pas quoi vous dire. Les résultats sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à nous de s'adapter. Elle a dit, En fait, c'est de mettre en place tout ce dispositif dans dans toutes les écoles. En fait, elle a C'est un partenariat avec les parents. Ouais. Non, en fait, elle a répondu à la fameuse invitation du ministre de l'Éducation pour une commission, je ne sais quoi. Ouais. Elle a dit, je ne peux pas me présenter, mais elle a répondu par mail, vous devez rendre obligatoire la présence d'une ATSEM par classe. Ouais, ah oui, ça, je l'ai lu, ça. Donc, elle a dit, il faut rendre obligatoire Oui. une ATSEM Tu par parles. classe. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont retirés cette année. Parce Ils les ont diminués. Ils ont fait appel à elle parce que c'était la famille d'abord. Ouais, non, bien sûr. Ça, c'est juste pour le. Ils vont prendre ce qu'ils ont envie de prendre pour calmer le jeu. Ouais. Voilà. Parce qu'elle avait eu entre-temps le témoignage d'une institutrice qui était à bout de... Et elle a dit... qui pleure. L'institutrice, elle Bah a oui. envoyé un mail. Elle pleurait, elle a dit. Et du coup, elle a dit, je vais quand même répondre à cette fameuse commission éducative. Ouais. Et elle a dit, vous devez rendre obligatoire la présence d'une ATSEM par classe. Tu parles, là, ils les ont réduits. Ma nièce, elle est professeure des écoles. Elle m'a dit ma nièce, elle a 27 enfants en maternelle. Elle a une ASEM 2 jours par semaine, C'est ça. par exemple. Et pareil, dans sa formation, je lui ai... Et pareil, dans la formation, là, on parle des 1000 premiers jours. Donc, le projet du gouvernement qui date depuis 2019. Moi, l'hypocrisie, moi, quand je questionne les femmes qui viennent d'accoucher, je fais, est-ce qu'on t'a donné le fameux kit des 1000 premiers jours à la maternité? Est-ce que les sages-femmes t'ont parlé de ça? Ma nièce qui vient d'être professeure des écoles, je lui dis, dis-moi, est-ce que vous avez des modules sur la psychologie de l'enfant, comment les neurosciences, les choses qu'on vient de découvrir récemment, comment fonctionne un enfant, est-ce qu'on vous l'enseigne? Oh, à peine, on a survolé. Est-ce qu'on vous a parlé des pédagogies alternatives? Oh, c'est survolé. On a mis l'accent sur comment enseigner les mathématiques, le français, voilà, les matières académiques. Elle a dit, on a mis l'accent sur ça. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'on peut contrôler, qu'on peut vérifier sur le terrain. C'est que du blabla. Vous voyez? Donc là, au bout d'un moment, on se pose des questions. Il faut arrêter, quoi. Et pour revenir à qu'est-ce que je disais,
je sais plus, oui, voilà, on accompagne l'enfant, oui, par rapport à ses réalisations. Voilà, donc ceci, cela, donc c'est important de lui dire surtout, voilà, retourner toujours la question à l'enfant et faire un partage. Voilà, toujours l'encourager, dire, pour le responsabiliser, le plus important, c'est ce que tu fais toi. C'est pas ce que les autres pensent. Voilà. Donc, c'est toi le responsable de tes actes. Donc, on fait ça ensemble et on discute si tu veux. Mais moi, mon avis, en gros, il importe peu. Le plus important, c'est toi. D'accord ? Et donc, ça, c'est plutôt... donc, voilà, dans la violence, voilà, accompagner l'enfant pour éviter donc, les violences verbales, minimiser l'émotion, on l'a dit, manque de reconnaissance. Voilà. Et ensuite, les attentes, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, irréalistes ou le surmenage. Donc, la performance, imposer des objectifs inatteignables ou exiger l'excellence dans toutes les matières. Ça, c'est le côté académique. Agenda surchargé. Multiplier les activités extrascolaires sans respecter les besoins de repos ou du jeu libre. Ensuite, mépris des capacités. Attendre d'un enfant qu'il se comporte comme un adulte ou comprenne des concepts qui dépassent son âge. Donc tout ça, ce sont des attentes irréalistes. D'accord ? Donc imposer des choses à l'enfant qui ne sont pas en lien avec ses capacités. Surmenage. Oh, mon enfant, il faut qu'il fasse du sport, ceci. Non, mais c'est bien pour toi. Non, le parent, comme si le parent savait mieux que l'enfant ce qui était bien pour lui. On est là encore toujours dans cette perspective de on accompagne. On a plus d'expérience que l'enfant. On est là comme un guide. On est là pour le sécuriser. On est là pour l'orienter, le guider, mais on n'est pas là pour lui imposer. Toujours s'adapter. Et toujours se dire, c'est comme un stagiaire. Je suis professeur de stage. Voilà, je suis un formateur. J'ai un stagiaire avec moi. On va dire minimum 18 ans. Eh bien, je vais quand même le respecter. C'est un adulte. Donc, je vais l'aider. Mais je ne vais pas lui imposer de faire des choses. Il est là pour apprendre. Vous voyez cette image un petit peu ? Imposer, il va lui montrer, il va l'orienter. Et ben un enfant, c'est exactement ça. Il est là pour apprendre. Donc, on n'est pas là pour lui imposer. Surtout, il est là, machallah, c'est la création du divin. Il est outillé pour apprendre, mais il est, dans ces cas-là, on peut parler de vierge de toute toxicité extérieure. D'accord ? Donc, il a, machallah, un terreau parfait. Un terreau parfait parce que c'est la création du divin. Donc, ce terreau, il faut le préserver. On est là, nous, pour l'arroser, comme une plante. Voilà. Ceci, faire ça, couper les mauvaises herbes, etc., etc. Mais toujours dans le respect et dans la bienveillance, dans le but de l'élever. Ne pas faire de l'élevage. Voilà, on l'élève, comme une belle plante. Voilà. Donc voilà pour les attentes irréalistes. Le contrôle excessif. Là, on revient à la surprotection. Donc surprotection. Priver l'enfant de sa liberté d'explorer, d'apprendre par lui-même et de commettre des erreurs. Manque d'autonomie, ne jamais lui laisser prendre de décisions ou résoudre des problèmes par lui-même. D'accord ? Donc là, ça revient à ce que tu disais, Khéra. Ne pas toujours anticiper les problèmes, je vais dire l'aide auprès de l'enfant. Le laisser. On est là pour l'accompagner, pour l'aider. On n'est pas là pour faire les choses à sa place. Même dans une situation... par moment, voilà, l'enfant a des difficultés, etc. Toujours comme pour le petit dessin, la réalisation de l'enfant, revenir toujours à l'enfant. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? On est toujours dans la discussion. Voilà. Mais bien sûr, encore une fois, on est dans un monde où tout est speed, c'est accéléré, etc. Quand on n'est pas disposé à l'instant T à faire ça, on reporte. J'ai eu une journée terrible de boulot, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis sur les rotules, il y a encore le repas à préparer, la machine à laver à faire tourner, ceci, m'occuper de ça, m'occuper d'un tel, m'occuper de Les partages des tâches, ils sont... voilà, donc ça après, voilà, donc pour faciliter, exactement, faciliter normalement. Après, on imagine, on va prendre le plus compliqué, une maman solo. Comme ça, on peut dire qu'après une maman qui a... On va aller, voilà. C'est avant d'avoir les enfants, ça, le partage de tâches. Voilà, donc là on va dire, on va prendre l'optique, voilà, on va prendre l'optique la situation la plus difficile, on va dire, une maman solo qui a 3 enfants
et qui doit travailler et qui doit gérer après les tâches ménagères et tout ce qui s'ensuit, effectivement, on ne va pas, parce qu'il y en a, dès qu'elle arrive à 20h ou 19h30, elle a récupéré les enfants de l'étude ou de la crèche, arriver, et puis, voilà, mettre en place ce côté, je vais lui montrer tout mon savoir-être. Voilà, on est humain quand même, au bout d'un moment, il faut voir la réalité en face. Donc, je ne suis pas disposée, mais je vais trouver le temps. Pour ça, je trouverai le temps. D'accord? On trouvera toujours du temps. Parce que pour rester à scroller des choses sur le téléphone ou aller voir des recettes sur Internet ou aller voir telle ou telle chose ou mettre du Netflix, etc., le temps, on le trouve. On va papoter au téléphone avec ma copine ou ma soeur, etc., sur des futilités de la vie parfois, ou commenter des choses futiles sur Internet parce qu'on m'a envoyé un TikTok qui a fait le buzz. On trouve du temps. Comme la pâte à tartiner. Comme la pâte à tartiner. Voilà. Et donc ça, le temps, on le trouve, il n'y a pas de problème. Et pour les enfants, on n'a plus le temps. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut arrêter de se mentir. C'est dur, c'est vrai. C'est dur d'éduquer des enfants, surtout à cette époque, dans ce monde moderne qui est très speed avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est super difficile. La vie, elle est difficile pour nous aussi, les adultes, mais ce n'est pas une raison. C'est encore une fois. On est obligé de redoubler d'efforts et il faut arrêter de se mentir. Voilà, il faut arrêter de se trouver des excuses. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, clairement, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Il est là, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir rendre des comptes. Mais moi, je me suis dit, on devrait monter un collectif contre les portables. Non, mais sérieux, je suis les ados, les enfants. Ouais. Moi, je voulais organiser justement des journées vraiment sans téléphone. Oui, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien, c'est bien. C'est bien des des activités. mais moi ça. Non mais moi ça. Ouais, non c'est. Comment? Elles ont fait un week-end. Sur téléphone. Ouais. Ouais. Du coup, il y a eu des burn-out, des dépressions. Alors, on s'est reconcentré sur Ils ont sauté ou pas? mais moi ça me fait. En Normandie. Excusez-moi. Non, c'est très bien ça. Moi ça me fait sourire. Organiser des week-ends. Des week-ends en retraite, de retraite. Les retraites. Ouais. Et moi ça me fait sourire quand on dit pour les ados on devrait commencer par les parents. Les adultes. Ouais. Ah, je te dis franchement. Les Non, parents, mais ça dépend. Les parents qui sont accros, mais les parents qui. Ah, mais même je fais la même chose. Ah oui, mais après, elle a fait Elle son. Elle a élevé ses enfants. Ouais, mais non, on n'a pas les mêmes problèmes. Parce que pour les petites situations de dépouillement personnel, il ne faut pas de téléphone. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, et c'est vrai que vous avez remarqué, moi j'ai constaté quelque chose, c'est de plus en plus la connexion avec les adultes, elle a du mal à se faire. Je parle des adultes, hein. Je ne parle même pas des ados. Hein. Ne serait-ce que les adultes. Je discute avec des gens autour de moi, ils ont le même constat. Ils disent, quand tu parles avec quelqu'un, il n'est pas connecté à toi. Non. Ça reste du superficiel. Et quand tu vas amener une réflexion, là, comme on fait le alhamdoulilah, et ben on pousse la réflexion, etc. La plupart, la grande majorité, la vérité, ils ne savent plus réfléchir. Ils décrochent très vite. Ils ont du mal. Et c'est dû, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être le facteur de ça, le stress, etc. Mais beaucoup, le téléphone, le scrollage, les informations, des informations, à tout va. Et donc, ça crée quoi, malheureusement? Ça crée des problèmes. Bon, je ne parle pas d'addiction, mais ça crée même de l'estime de soi. On n'a plus cette capacité, on n'a plus le sens critique, on n'est plus lucide, on n'a plus le réflexe on ne peut pas prendre de recul, on n'a pas le réflexe de prendre le temps de réfléchir à l'information, et du coup, ça te renvoie quand on ne sait plus. Alors, les personnes vont t'envoyer une tonne de messages, de vidéos. Tu as vu ce qui se passe aujourd'hui, comme on voit dans les groupes, etc. Regarde ceci, plein de commentaires aussi, mais ça se fait pas. Toi, tu reçois une tonne d'informations qui passent du coq à l'âne, et ça te crée déjà une frustration, une surinformation. Ton cerveau, il n'est pas fait pour ça. Tu ne peux plus analyser les choses. Donc, tu es là en tant que spectateur et puis tu aspires énormément de sujets toxiques, de sujets qui inconsciemment qui agissent aussi sur ton mental. Je ne sais pas pourquoi. Hier, tu as regardé, je ne sais pas moi, des tonnes de vidéos sur cette chose, ce phénomène. Le lendemain, tu n'es pas bien, etc. Ça va toucher une grande partie de l'émotion, enfin de ta part émotionnelle, et tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas bien. Tu as absorbé tellement d'informations toxiques
que ton corps et ton esprit, il va réagir pas tout de suite, mais il va réagir après coup. Et toi, tu ne sauras pas pourquoi tu es dans cet état-là. Forcément, qu'est-ce que tu as absorbé il y a 24 heures? Et en plus de ça, donc, il y a un mal-être qui va s'installer. Et en plus de ça, il y a aussi cette façon de se dire, le cerveau, il a besoin d'être challengé, il a besoin de travailler. Parce que sinon, il meurt. Les neurones disparaissent. Si tu ne fais pas travailler, il y a la fameuse plasticité cérébrale qui permet aux neurones de se déployer. Si tu prépares pas, tu n'entraînes pas ton cerveau à réfléchir, eh ben, il y a plein de neurones qui vont commencer à disparaître. Et ça te diminue. Tu commences à t'éteindre, tu ressens un mal-être, ça te touche au niveau de tes émotions, tu commences à te déprimer, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'Allah a mis en nous un cerveau qui fonctionne très bien à la naissance, même plus que très bien, parce que quand vous voyez les fonctions exécutives et les capacités du cerveau dès les premiers mois de naissance, c'est hallucinant. Il dépasse le réseau Internet mondial. Les connexions, il y en a 10 fois plus que le réseau Internet mondial. Et 3 fois plus que l'adulte. C'est-à-dire que le bébé, quand il naît dès la naissance, il a des connexions incroyables, il a des capacités. On disait tout à l'heure, on parlait du 6e sens, des choses extraordinaires. Le bébé, quand il naît, vous savez que les premières heures après la naissance d'un enfant, il a déjà l'instinct du nombre. Un enfant reconnaît dès les premières heures de sa naissance le chiffre 4 et la différence entre le 3 et le 4. Il a déjà l'instinct du nombre. Un enfant jusqu'à 9 mois, il reconnaît tous les sons de toutes les langues du monde. Il arrive même à interpréter s'il y a une erreur grammaticale et syntaxique dans une langue qu'il n'a jamais entendue de sa vie. Ton bébé, il a 8 mois. Tu lui fais écouter du chinois, du japonais, de n'importe quelle langue, de l'arabe, de tout ce que tu veux. Tu vas lui faire écouter pendant un petit moment. Et ensuite, tu vas lui refaire écouter pendant quelques minutes avec des fautes grammaticales. Et bien son cerveau, la zone du cerveau qui va s'activer, c'est la zone d'erreur. L'enfant va reconnaître, il dit, ah oui, là ton japonais, il n'est pas correct. Là, tu as oublié d'accorder, là, tu as oublié de prononcer ça comme ça ne se prononce pas comme ça. Alors, c'est une langue qu'il n'a jamais entendue. Jusqu'à 9 mois. Et après 9 mois, il va se spécialiser que sur sa langue maternelle. Ça veut dire que dès la naissance, Allah, il nous a dotés de capacités extraordinaires au niveau aussi au niveau des sens, au niveau de la vue. Un bébé jusqu'à 1 an, 9 mois, on va dire aussi, pareil, il a une capacité visuelle extraordinaire. C'est-à-dire que tu vas lui montrer, il y a une famille, une espèce de singes qui sont complètement identiques. Nous, on ne pourra pas reconnaître. Sauf si vraiment tu passes beaucoup de temps avec ces singes, les éleveurs, les spécialistes arriveront après à reconnaître qui est qui, comme les jumeaux monozygotes. Donc, le parent arrive à les reconnaître. Eh bien, un enfant, donc cette espèce de singe, un enfant de 9 mois qui naît, ou même avant 9 mois, tu vas lui montrer pour la première fois ces 2 singes, il va pouvoir les distinguer. Qui est qui? Non, celui-ci, c'est pas celui que tu m'as montré tout à l'heure. Nous, impossible. Et jusqu'à 1 an, voilà, hop, son sens de la vue, il va se spécialiser que sur les choses qu'il a l'habitude de voir ou les objets, les êtres qu'il a l'habitude de voir. Okay? Donc, subhanallah, dans le cerveau de l'enfant dès la naissance, c'est une pépite d'intelligence incroyable, des connexions qui se font dans le cerveau. Ensuite, c'est pas qu'il perd ses capacités, ses connexions se spécialisent. Il va se spécialiser que dans quelque chose qu'il a l'habitude de voir, pour éviter d'être comme dans le film Lucie là, de Luc Besson, d'être trop submergé par trop d'informations. Donc, pour son équilibre, subhanallah, il va se spécialiser progressivement que sur un domaine qu'il a l'habitude de voir au quotidien. Donc, un enfant, il est déjà outillé. Les structures sont déjà là pour apprendre le monde. Donc, nous, ce n'est pas une feuille vierge ou une coquille vide qu'on va remplir. T'inquiète, lui, il a déjà les outils. Il attend juste que tu l'aides. L'enfant, il sait marcher. La structure de la marche, il a déjà en tête. Mais c'est que les fonctions motrices, elles ne sont pas encore matures. Donc, il vacille un petit peu, voilà, on est là, on le retient, etc. Mais c'est pas le bébé, il est là, tu vas lui dire, il est assis. Regarde comment on fait. On marche comme ça. On lève le pied droit, hop, on le met devant. Ensuite, regarde bien, on lève le pied gauche, et ça.
Ensuite, tu veux te retourner. Alors attention, pour te retourner, tu tournes d'abord le pied gauche, ensuite le pied droit. Et rebelote. Tu mets un pied devant l'autre. Non? Eh bien, nous, ce qu'on fait dans l'éducation, malheureusement, c'est ça. On croit que l'enfant, c'est une page vierge. Et on va lui dire, regarde mon chéri, aujourd'hui, je vais t'apprendre à manger. Alors, là, c'est ton assiette. Là, c'est la cuillère. Attention, on est des musulmans. Il faut manger comme la main droite. On prend la main droite. Donc, tu prends la cuillère, tu la mets dans ton assiette. Attention, il faut ouvrir la bouche. Mais tu t'avances. Ah. Et ensuite, à toi, il faut fermer la bouche. Et à ce moment-là, tu fais activer donc toutes tes glandes, ta salive, etc. pour permettre justement à la nourriture d'atteindre ton oesophage, d'atteindre ton estomac pour ensuite pouvoir avoir une digestion équilibrée et saine, etc. Bah nous, en fait, c'est rigolo d'entendre ça. Mais en fait, la vérité, on ne se rend même pas compte, c'est ce qu'on fait à nos enfants. Nos enfants, c'est ça qu'on leur fait. C'est pas bien, arrête. C'est pas bien, ça c'est mal. Partage. Donne à ton petit frère. Il faut partager dans la vie. Faut pas taper, c'est pas bien. Faut pas critiquer, c'est pas bien. Faut pas voler, c'est pas bien. Ouais, c'est comme elle disait. En criant, on leur dit pas de cri. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire. Crie pas, c'est pas bien. Voilà. Donc, des fois, ça m'arrive. nous mais c'est vrai, nous, l'éducation, on pense que c'est ça. En fait, il n'y a même pas besoin de parler. En plus, le prophète, sallam, il parlait très peu, il agissait beaucoup. Et c'est un homme qui a révolutionné une grande partie du monde juste avec l'exemple. L'exemplarité du prophète, sallam, il parlait peu, il agissait beaucoup. Et nous, on parle beaucoup. Bah alors, pour agir, c'est même pas peu. Hein. Je te dis franchement, pour parler, ça y va. Hein. Ah, les critiques, les commentaires et tout, on est les premiers. Hein. Par contre, pour agir... Donc, l'enfant, c'est ça. Retenez bien. C'est comme si un enfant, voilà, dit, voilà comment on fait pour marcher. L'éducation qu'on donne à nos enfants, la vérité, c'est ça. Et encore, je suis gentille. Hein. Ça, c'est de la bienveillance, genre, je crois lui apprendre des choses. Je ne te parle même pas de ça. Ça, il n'a pas besoin de toi pour apprendre. Mais c'est quand tu imposes et tu dis, c'est comme ça, dictature, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Donc, non, l'enfant, il est hyper intelligent. Contrôle excessif, donc là, on avait dit, ouais, éviter que l'enfant voilà, se trompe, etc. Il faut le laisser faire son expérience, on est là pour l'accompagner, vous avez compris. Hein. La discrimination et les préjugés, le favoritisme, on en avait parlé. Ouais, oui. Favoritisme, ouais. Comparaison, mais favoritisme, c'est pareil. Traiter certains élèves ou certains enfants avec plus d'attention ou de respect que d'autres. Stigmatisation, identifier un enfant comme problématique, paresseux, turbulent, sans chercher à comprendre les causes de son comportement. Ah, il est trop turbulent, mais t'as vu, regarde, fais comme ta sœur, regarde comme elle est sage. T'es méchant. Oui, il y a tout en même temps. Voilà, il y a tout en même temps. T'es méchant, t'es pas gentil, ceci. Nous, pour nous, ce sont des mots, mais pour l'enfant, l'impact émotionnel que ça renvoie à l'enfant, t'es méchant, ben, au bout d'un moment, ben, vous me formatez à être méchant. Ben, bien sûr qu'il va être méchant, puisqu'on m'a dit que j'étais méchant. J'ai pas envie de me contredire, j'ai pas envie de contredire ma mère, ben oui, voilà, je suis méchant. J'ai une personne, connaissance, qui me disait que son enfant, à l'école, le professeur était en primaire, je ne sais pas quelle classe, et le professeur, il avait une dent contre ce gamin, on ne sait pas pourquoi, donc stigmatiser le gamin, et donc il lui dit, comment il s'appelle, Martin ceci, Martin cela, ta. Et donc le gamin, il rentre chez lui, il dit, ouais papa, à chaque fois le professeur, il me crie dessus, etc. Il dit, ah bon, pourquoi? Parce qu'il dit que je suis méchant. Et puis, ah bon, mais pourquoi? Oui, ben, il pense que, enfin, il dit tout le temps que je suis méchant avec mes camarades. Et puis le gamin, c'est sur ça qui fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'il dit à son papa? Il réfléchit, parce qu'il est même et tout, il réfléchit, il dit, papa, est-ce que tu penses qu'on peut être méchant et sans s'en rendre compte? Est-ce que tu crois qu'on peut être méchant mais sans s'en rendre compte? Vous voyez un peu? Voilà. Et le père, quand il a entendu ça, c'est encore plus grave que... il a déboulé dans la classe, limite il avait envie de frapper le professeur. Mais il a dit, la façon dont l'enfant a dit... Des enfants que je garde, dont je prends soin, en fait, je me dis, des fois, tu as des profils particuliers. Et moi, je me projette et je me dis, franchement, quand ils vont rentrer à l'école, parce que je pense à ça, est-ce qu'ils vont être compris? Parce qu'il y a des enfants, ils ont
chaque enfant a un profil particulier. Et ben, je me dis, est-ce qu'ils vont être compris à l'école? Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, adaptation. Oui. L'école n'est pas faite pour s'adapter Ouais. à tous les profils des enfants. Et c'est une catastrophe. Après, ils vont te dire, oui, bah, Et on même, s'en fera ils des ne réussissent pas à l'école. Voilà. C'est pas leur Leur c'est qu'ils n'aiment pas, en fait, il y a des gens qui sont pas faits. Et plus grave encore, tu as le jugement de personnes qui ne sont pas encore adultes, qui jugent des. Bon, je ne veux pas te cacher, hein. Mon fils qui est ado, il juge les petits. Il porte un jugement sur les petits parce qu'ils ont des profils. Chacun est différent, tu vois. Je dis, mais. Je dis, c'est un petit, il a 1 an, 2 ans, tu peux te. Stigmatise en fait. Mais je peux te dire que c'est encore plus grave que. Je me dis, il y a un truc qui va pas, quoi. Parce que quand tu es un petit, tu lui dis oui. Bon, après, il y a beaucoup de. Et quand on parle de Il y en a, harcèlement, non, c'est pas de l'autisme, hein, c'est Mais pas non, de mais dans le l'autisme. sens où je parle par rapport aux cases. Un petit, on va dire qu'il est hyperactif. Bah, en fait, des fois, c'est aussi, on va aussi à la notion de. Oui, on va le mettre dans une case. C'est ça, on va dire, Ah ouais, oui. il est hyperactif, il bouge partout, etc. Alors que le petit, il a juste plein d'énergie. Et si jamais on va au parc, on fait 1 heure de parc, etc., il rentre, il est complètement normal. En fait, il faut juste extérioriser. Oui, ou à l'inverse, un enfant qui est replié sur lui-même. Exactement, ouais, Moi, je sais que j'ai eu un petit qui était replié sur lui-même. Et moi ça se passait très bien et tout. Et quand il est rentré à l'école, bah, la maman, elle a eu des soucis. Et elle s'est envoûtée parce qu'il ne parlait pas. Il jouait dans son petit coin, il était comme ça. Et quoi, c'est sa nature? Où est le problème? Et ben, je t'assure que la maman, dès le début, ils lui ont dit, ouais, on va lui mettre la USH, l'enfant a un problème. Alors qu'il n'avait rien en fait. C'est comme ça, il découvre. C'est ça, non? Le problème, c'est que cette étiquette, elle va commencer de la maternelle. C'est ça, Elle c'est va qu'on commence trop tôt en fait. Le maternel, c'est des moi, et le harcèlement, enfin bref, on va aller loin. Le On harcèlement, peut aller très très loin. tu vois ce que je veux dire? Le harcèlement, c'est parce que C'est comme ça que ça commence. l'enseignant, Il pointe du doigt l'enfant. il voit l'enfant, et puis au bout d'un moment, bah, les enfants arrivent à un certain niveau scolaire, s'ils restent avec le même enfant ensemble, et bah, ils vont le harceler parce que ils se souviennent que tous les enseignants disaient oh toi t'es, ben après toi t'es, ben C'est ça, c'est ça. Donc voilà, on fabrique voilà, des tyrans. Et... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Rachida. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, le rôle de l'école, l'école a un rôle, mais hyper important. En maternelle, la première année, ça y est. Je dirais même en crèche. Je peux te dire où l'enfant, ce qu'il faut À faire la à la crèche. Ouais, même en crèche. À 3 mois déjà, quand tu vois, voilà, comment on... Moi, je travaille en crèche. Ah ouais. Voilà, la crèche. Et en crèche, des fois, on a des profils d'enfants. On fait des dossiers pour plus tard à la maternelle. On a besoin d'être accompagné, etc. Et il n'y a pas de suite. On a fait les démarches, on a dit que et plus tard, l'enfant, il n'a pas ce que nous, on a demandé. Non, parce que lui, c'est Il un n'a besoin. pas suivi, en fait. Ça veut dire qu'en fait, vous repérez On a énormément de choses et par la suite, ils ne suivent pas. quel genre de choses que vous repérez. Par exemple, on avait un enfant qui venait d'Ukraine, qui avait vécu un peu la guerre là-bas. Supplément, on suspectait qu'il était un peu autiste. Il parlait pas, il mangeait pas tout seul. Il avait vraiment le comportement d'un bébé alors qu'il avait presque 3 ans. On a dit, oui, plus tard, il faut une ATSEM à lui. Et les parents, ils étaient un peu dans le déni aussi. Les parents, ils étaient grave dans le déni et tout. Et par la suite, la directrice, elle disait que c'était compliqué pour l'école maternelle d'avoir une ATSEM que pour lui et tout. Mais il en avait vraiment besoin. Vraiment. Ouais. C'est ça, c'est Après, ouais, ça, c'est pas le même. Oui. Là, c'est une aide. Oui, ça c'est une aide. une aide. C'est pas une. Mais bon, après, en tout cas, il faut savoir que l'enfant, c'est une éponge. Alors là, on va voir aussi plus bas la maltraitance symbolique aussi. Ouais, vous voyez. Donc, alors, ça, c'est les blessures engendrées. Je n'étais pas sur la bonne page. Donc, le contrôle de la discrimination et les préjugés, donc ça, on l'a vu, turbulent, machin, donc on leur colle des étiquettes. La violence symbolique. La violence symbolique, donc, ce sont des messages implicites. Faire sentir à un enfant qu'il n'est pas à la hauteur ou qu'il dérange par des regards ou des soupirs. Maltraitance symbolique. Et aussi des normes rigides, imposer des cadres éducatifs qui ne respectent pas la diversité des besoins ou des personnalités. Donc, la violence symbolique, vous voyez, tu n'as même pas besoin de parler. Hein. C'est horrible, ça. Juste à travers le regard. Elle l'a dit, Madame Alvarez.
Elle l'a dit, Madame Alvarez, elle l'avait fait ça, donc il fallait pas. Tu vois. Alors, on parle des enfants de crèche. Alors, tu imagines déjà, quand tu portes un enfant, etc., tu portes un jugement sur lui. Sans même à voix basse et tout, l'enfant, il ressent tout. Il ressent tout, c'est ça. Oh, c'est horrible ça. C'est un enfant qui n'est pas aimé, c'est pas possible. J'ai l'impression que plus c'est sourd, plus c'est violent. Oui, violence invisible. Parce que là, Et c'est celles qui font le plus de dégâts. D'ailleurs, il y a Técher, c'est un scientifique qui a. Je l'ai mis le passage dans mon livre. En 2016, je crois, je ne me souviens plus exactement de la date, il a fait une découverte au niveau neuroscientifique. Il a découvert que les maltraitances émotionnelles laissaient plus de dégâts que les maltraitances physiques. ça fait oui. La maltraitance invisible, elle laisse plus de dégâts pathologiques au niveau des troubles psychopathologiques chez l'adulte, chez l'enfant, donc l'adulte, plus que les maltraitances physiques. Donc vous voyez ces petites choses-là, anodines, donc on appelle ça donc les violences ordinaires, les violences quotidiennes ordinaires dans l'éducation. Pour nous, c'est normal, c'est la norme, c'est culturel, c'est traditionnel, parce qu'on n'a pas cette compréhension de tout ce qu'on est en train de citer aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal. C'est pour le bien de toujours, pour bien faire. On ne dit pas que c'est fait volontairement ou de façon, de façon calculée. Inconsciemment, en fait. On le fait malheureusement par ignorance. Voilà. L'ignorance, ça tue. L'ignorance, c'est destructeur. Comme on dit, l'ignorance, c'est la mère de toutes les cécité. Moins tu apprends, plus tu es aveugle. Et plus tu es aveugle, plus tu fais des dégâts. Plus tu fonces dans les murs. Mais quand les personnes ne veulent pas justement aller chercher Elles sont responsables. Encore une fois. Je crois qu'il y en a qui ne veulent pas chercher. Non, il y en a qui Eh ben, veulent pas. eh ben, eh ben, Il y en a qui Parce se que posent pas la question. Parce qu'ils ne se posent pas la question, parce que Ah, c'est leur pareil, croyance. ouais, Ben non, ils ne veulent pas le chercher. Ouais, Eux, et ben- ils sont ancrés dans leur, C'est comme ça. dans leur croyance. Tout à fait, c'est des gens. C'est la vérité. Eh bien, je vous donne l'exemple. La révélation, en tant que musulman, la révélation est arrivée. Le prophète dit, voilà, il y a un livre. Voilà, il y a des droits, la justice, oh, c'est magnifique, etc. Il y a des gens, par intérêt, voilà, ils ne veulent pas. D'autres, non, ben ça s'est produit de la même façon. Hein. Nous, les croyances de l'époque, celle-ci, l'oncle du prophète, avec Salatou Salem, il a dit non, moi je m'accroche aux croyances de l'époque. Voilà, non, c'est celle-ci les vraies. Tu as beau leur montrer par A plus B, quand bien même il y aurait eu des miracles, comme ça s'est passé, ça s'est produit bien avant, ceux qui ne veulent pas voir, ils ne voient pas. Sourds, muets, aveugles. Tu vois? Est-ce qu'ils sont excusables? Ils ne sont pas excusables. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas apprendre pour X raisons, mais pardon? C'est un choix du coup. C'est un choix, ça les regarde, mais ils ne sont pas excusables. Moi, j'avais une personne qui m'avait dit, oui, mais tu comprends, Latifa, tout le monde, comme je disais tout à l'heure en début d'échange, il disait, oui, mais il y a des gens, ils n'ont pas accès, bon, moi, ceci, mais non, ils n'ont pas accès. Comment ça, ils n'ont pas accès? On est bombardé d'informations, même quand on ne veut pas l'information, limite, elle défonce ta porte pour rentrer chez toi à travers les portables, en fait. Tu ne demandes rien à personne, l'information, elle vient et elle s'impose à toi. Ouais, mais Latifa, il y en a, ils sont. En fait, le mot kofar, ça vient de. Enfin, bref, ça vient de kafara, ça veut dire les kafirines, ils veulent cacher la vérité, en fait. C'est pas la vérité là, ils veulent la cacher. Mais il y en a, ils sont tellement enfouis par leurs émotions qu'ils n'arrivent pas à vouloir aller chercher la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dominés par leurs émotions, qu'en fait, ils sont cernés de toutes parts par leurs émotions. En fait, voilà, ils sont prisonniers de leurs émotions, qu'ils n'ont pas de porte pour aller chercher. Après, Il y a des explications. Il y a des explications. Non, c'est ça que je dis quand tu dis il y en a qui ne veulent pas aller chercher, mais il y en a aussi qui sont cerclés par leurs émotions, ils sont emprisonnés. Ils n'arrivent pas à trouver une porte sauf si quelqu'un vient leur parler qu'ils ont. Voilà. Il y en a mais non, mais complètement. Là, je suis d'accord. Enfouis par leurs émotions. On est d'accord avec ce constat. Là, c'est traumatisme. Là, c'est un constat. Là, effectivement. Là, voilà. Eux, leur non-excuse serait d'aller chercher de l'aide. Sortir d'aller chercher de l'aide, en fait. Ouais, il y a des personnes. Mais ça, non, mais il y en a qui n'arrivent pas à aller chercher l'aide. C'est la peur d'aller. Alors là, en fait, là, ce qu'on est en train de dire, là, on est en train de donner des raisons. Ouais. Voilà. Donc, c'est un constat. On donne des raisons. C'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est la vérité. Il y en a par les émotions, les blessures, les soucis.
Il y a des explications à ça. On peut trouver toute explication possible et imaginable par rapport au pourquoi du comment. Mais c'est des gens qui ne sont pas malades. Ils sont doués d'intelligence. C'est répété dans le Coran. Je crois. Hein? Non, mais la posture de responsabilité que tu disais. Exactement. C'est des personnes, c'est écrit dans le Coran. Sauf ceux qui ne sont pas doués d'intelligence. Mais l'intelligence, je vais vous les donner. Sauf celui qui ne veut pas voir. Voilà. Donc, les personnes qui sont excusables par rapport, qui ne seront pas, entre guillemets, jugées, qui seront considérées comme irresponsables, l'âge de raison, l'enfant, quand il n'a pas encore toute sa raison, ses fonctions exécutives ne sont pas encore bien développées, on va dire, à partir d'un certain âge, on est d'accord, après ça se discute, bref, l'âge de raison, la personne qui est endormie, qui commet des choses, voilà, elle n'a plus le contrôle d'elle-même, et la maladie mentale, la maladie de la raison. Dans les hadiths, tu es d'accord, on parle de ces trois choses, d'accord? Et tout le reste, c'est de la déresponsabilisation. C'est tout. On devient responsable à partir de 16 ans. On devient responsable à partir de... Moi, selon moi, je pense. Ouais. 16 ans. Voilà. Après, ça se discute au niveau de l'âge. Voilà. Donc, à partir du moment où tu as la raison, et tout ce, comme on disait tout à l'heure pour les parents toxiques, les parents, voilà, oui, mais ma mère, c'est normal, elle a vécu ça avant, elle a vécu la guerre, elle a vécu... Mais ce n'est pas une raison qu'elle te maltraite comme ça, ce n'est pas une raison pour accepter cette maltraitance et te forcer à l'aimer. Non, non, non. Elle doit prendre ses responsabilités comme toi, tu dois prendre tes responsabilités et préserver ta santé mentale. Notre santé, c'est une MNA, notre corps, c'est une MNA. Donc, on doit se préserver. Donc, il faut arrêter avec les excuses bidons. Au bout d'un moment, hein, voilà. Donc, tout ça pour dire, effectivement, on peut trouver des raisons à cela, mais ça ne les excuse pas. Alors, voilà. Donc là, vous voyez la blessure symbolique, vous voyez, on la comprenait pas. Enfin, je veux dire, on ne l'avait jamais relevée, hein, la blessure symbolique. Donc maintenant, la violence, pardon, j'ai dit la blessure, je me suis trompée. Je vous ai dit la violence. Oui, je vais juste lire, je vais finir rapidement en lisant. Pourquoi? Parce que elle est déjà 17h. Ah ouais, 17h? 17h10. 10, encore 5 minutes, c'est bon? 5 minutes pour finir vite fait. Blessure, donc, on va dire plutôt tout à l'heure, pardon, excusez-moi, on parlait de violence invisible. Maintenant, on bascule sur les blessures, la conséquence de ces violences invisibles. Donc, sur le plan émotionnel, sentiment de rejet et d'abandon, forcément, quand on vit tout ça. Peur constante de l'échec ou du jugement. C'est bon? Développement des croyances limitantes. Je ne suis pas assez intelligent, je ne mérite pas d'être aimé. Est-ce que ça peut engendrer toutes ces violences invisibles? Ensuite, sur le plan relationnel, ça nous intéresse aussi quand on rentre dans une relation. Difficulté à faire confiance aux figures d'autorité. Ça, c'est quand on est avec le patron ou autre, quand on commence à grandir. Tendance à s'isoler ou à adopter des comportements de soumission excessive. Ceux qui sont sous l'emprise de pervers narcissiques. Voilà, ça facilite justement exactement la rencontre avec ce type de personnes malveillantes. Sur le plan cognitif, manque de curiosité ou d'envie d'apprendre. Les enfants en difficulté scolaire. Je ne comprends pas pourquoi ils ne s'intéressent à rien. Je ne comprends pas pourquoi il a des difficultés à apprendre. Pourtant, je vais payer tous les cours qu'il faut. Voilà. Le cerveau, il est tellement blessé, parce qu'il a tellement de choses à gérer, il y a tellement de cicatrices qu'il n'a plus de la place, il n'y a plus assez de place pour apprendre. Les émotions ont pris le dessus sur l'intelligence et l'intellect, de façon générale. Procrastination ou évitement face aux défis. Ça renvoie à ce que je disais, Rachida te rappelle, sur les fonctions exécutives. Quand elles ne sont pas bien développées, eh bien, on a tendance, on verra plus tard. Ça va être des enfants plus tard, à 16 ans, 17 ans, ou adultes, on verra plus tard. On verra plus tard. On a du mal à prendre des décisions. Difficulté, voilà. On a du mal, bien sûr, à aller vers des défis, à aller vers des challenges, etc. Donc, manque de motivation, manque de persévérance. Difficulté de concentration ou trouble de l'attention, encore une fois, lié à ces fameuses blessures émotionnelles. Sur le plan comportemental, rébellion excessive ou comportement provocateur, certains enfants. Rébellion, provocation, etc. Phénomène de retrait, d'inhibition ou d'anxiété sociale. Les enfants hyper timides. Ils arrivent en classe de CP, hyper timides. Oh, mais c'est sa personnalité. Oh, moi aussi, j'étais comme ça à son âge. Oh là là, dès qu'on parlait, un adulte me parlait, je devenais tout rouge, j'avais envie de rentrer dans mes chaussettes. Oh non, c'est pas normal. Un enfant qui est hyper timide, c'est pas normal.
c'est un enfant qui va mal. C'est pas un trait de personnalité. D'ailleurs, Céline Alvarez, elle le dit dans la vidéo en Belgique. Il y a un petit. La classe de Céline. La classe de Céline. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. C'est Céline, elle s'appelle aussi. La Je blonde, sais plus, ouais, parce avec que j'en lunettes. ai sauté. Ouais. J'avais un enfant qui était très timide. Ouais. Ouais, tu vois. Et là, elle dit que c'est pas normal. Donc, elle essayait de sortir de sa coquille. Parce qu'elle posait les enfants qui sont isolés, ce qu'on fait, est-ce qu'on les laisse de côté ou qu'est-ce qu'on fait? Voilà. À un moment, il y a une autre question. Tu vois, la question. Donc, un enfant qui est trop speed et un enfant qui est trop isolé, trop en retrait, trop timide. Ça questionne. Faut se questionner. Exactement. Somatisation, sur le plan physique. Somatisation, maux de tête, douleur abdominale, troubles du sommeil. Stress chronique pouvant affaiblir le système immunitaire. Il y a des adultes. En grandissant, alors là, je vais vous faire vite fait un petit point rapide. Les violences émotionnelles subies durant l'enfance provoquent plus tard, hormis les troubles mentaux que j'ai cités, dépression, anxiété, phobie sociale et tout ça, des problèmes physiologiques, diabète, hypertension, Tous les AVC. toutes les maladies On récupère le maman, toutes les maladies. J'attendais votre réaction. J'attendais votre réaction. Des Africains. Diabète, hypertension, AVC, cancer. Cancer et diminution, affaiblissement pardon, du système immunitaire. C'est avec la cortisol. Le cortisol, l'hormone du stress. Du stress. Voilà. Et ça agit à long terme. Ça travaille dans le corps et ça se déclenche autour. On a fait une découverte sur ça de l'âge de la cinquantaine. Oula. Nos âges. 40 et quelques, 50 ans. Oh, c'est une hypertension. Ah, ben c'est héréditaire. Ah, j'ai le diabète. Ah, c'est normal. C'est un diabète de type 2. Ben, le diabète de type 2, c'est normal, hein, c'est inévitable. Hein. C'est le diabète 2 lié à l'âge. Ah, la tension, on dit la tension. Et quand tu vois les mamans qui arrivent avec le. Il y a un comique qui décrivait cette scène où elles arrivent avec leur sac de Carrefour, sac plastique, et avant le repas, elles sortent toute leur boîte de médicaments. C'est un peu la comparaison. Ah, toi, c'est quelle marque? Ah, moi aussi, le médecin il m'a prescrit ça. Tu vois, c'est un petit peu le battle de à qui aura le plus de médicaments prescrits par le médecin. On a des diabète, on a la tension, on a des oui, le قلب, oui. بعيد الشر عندي هذا الكانسير بعيد الشر سي با الكانسير سي تابو دو دير كانسير مرض الشين عندي هذاك مرض الشين le mauvais mal c'est cancer le cancer c'est nous c'est tabou voilà et ça et bien quand tu rembobines le film de tout ça et bien oui et l'hérédité souvent on dit oui mais c'est héréditaire oui mais l'hérédité il faut dire aussi que la maltraitance elle s'inscrit dans les gènes, de génération en C'est génération. ce que j'ai posé la question. C'est-à-dire que Je voulais transgénérationnel. savoir, est-ce que les violences, j'allais te la poser, tu m'as Tout à fait. Et là, ce qu'on a découvert, alhamdoulilah, grâce à Dieu, c'est que grâce à ce qu'on appelle l'épigénétique, la bienveillance de l'environnement et la plasticité cérébrale, on peut, alhamdoulilah, restructurer, corriger, rattraper les dégâts de nos ancêtres. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord ? Donc, voilà, la petite parenthèse par rapport aux maladies physiques. Heureusement. Alhamdoulilah. Dieu est juste, alhamdoulilah. Comment prévenir ces blessures de l'éducation ? Adopter une approche bienveillante, bien évidemment. Valoriser les efforts plutôt que les résultats. Encourager l'expression des émotions et apprendre à les gérer. Encourager l'expression. Le petit garçon que je vous ai raconté tout à l'heure, hein, ta maman a tellement été dans ça, elle l'a fait de façon naturelle, instinctive, etc. Et elle s'est quand même un petit peu informée de ce que c'est qu'un enfant. Aujourd'hui, l'enfant, il dit exactement texto et on le prend pour un ovni. Voilà. Respecter les rythmes individuels, bien sûr, s'adapter aux capacités et besoins spécifiques de chaque enfant, offrir un environnement d'apprentissage qui favorise l'épanouissement, ça va de soi. Ensuite, promouvoir une communication respectueuse. Éviter bien sûr les jugements ou étiquettes dévalorisantes. Utiliser des mots positifs et encourageants, bien sûr, sans aller dans l'excès. Hein. On reste toujours. Tout ce qui est dit là, c'est juste au milieu. Hein. Faut pas exagérer non plus. Oh, tu es le plus beau, tu es meilleur, tu réussiras, ma fille. C'est pas des neuneux, ils sont pas bêtes les enfants. Dites les choses telles qu'elles vous viennent, mais de façon
on va dire, naturel, quoi. Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas aller dans les excès, dans un côté comme dans l'autre. Hein. Je veux dire, on reste dans le juste milieu. Hein. Parce que si l'enfant, les enfants ne sont pas bêtes. Hein. Oh, mais non, c'est mon bébé ou ma chérie, c'est magnifique ce que tu fais. Oh, t'es le meilleur, etc. C'est bon, je suis le meilleur. Mais attends, maman. Il va tomber de haut hein, quand il va se rendre compte. Voilà. Et du coup, ça va être l'effet inverse. Quand il va s'apercevoir que le monde, en fait, il n'est pas le meilleur. Quand il va s'apercevoir que c'est pas le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, il va dire mince alors, on m'a inculqué dans le mensonge. On m'a inculqué le mensonge, on m'a éduqué dans le mensonge. Donc le gamin, il va devoir faire tout un travail pour réorganiser, et retrouver la réalité, se remettre dans sa réalité propre. Et ça, le pauvre, ça a une période de perturbation, le temps que ça se remette en place. Hein. Former les adultes, sensibiliser les enseignants, les parents, aux impacts des violences invisibles, proposer des outils pour adopter des pratiques éducatives bienveillantes. Ensuite, on va terminer par favoriser un climat pour l'école, hein, scolaire et familial aussi, sécurisant, valoriser la collaboration plutôt que la compétition. On est des collaborateurs, on fait pas la guerre avec son camarade, on ne cherche pas à être le meilleur. Voilà, on fait avec les moyens qu'on a et on fait du mieux qu'on peut. C'est pour inculquer aux enfants qu'il faut faire du mieux que tu peux, sans te comparer aux autres. On n'est pas on n'est pas aux Jeux Olympiques qui va gagner la médaille d'or. Permettre à chaque enfant de se sentir écouté. Bien sûr, l'enjeu est d'instaurer un environnement où l'enfant peut grandir avec confiance en lui-même et dans l'autre, en respectant ses besoins, son rythme et sa dignité. Donc, confiance en lui et confiance dans l'autre. Cet équilibre, c'est sûr, ça va demander du travail, etc. Mais ce n'est pas impossible parce qu'avec le peu qu'on peut faire, déjà, si on a compris ça, alhamdoulilah, les bases sont là. La vérité. Hein. Moi, j'ai des exemples autour de moi, dans mon environnement, des personnes qui n'ont pas fait d'études, enfin, je ne parle pas d'études, qui n'ont pas potassé le sujet de façon approfondie, parce que grâce à Dieu, alhamdoulilah, on a cet instinct. Et surtout, écoutez votre instinct maternel quand vous venez d'avoir un enfant. Votre fitra, là, elle est en réaction. Elle réagit. Aucune maman du monde normalement constituée ne réagit pas quand son enfant pleure. Donc, toutes ces croyances, ces fausses croyances où laisse-le pleurer dans son berceau, laisse-le, c'est pour faire il développe ses poumons, arrête de le porter, il va s'habituer au bras. Il fait des caprices. Il fait des caprices. Il a mangé, il est changé, il a bu, il n'est pas malade. Alhamdoulilah. Le reste, c'est que du chichi, c'est secondaire, il a envie de s'exprimer. Tout ça, c'est faux. Si ton instinct, la maman, vous voyez bien une scène où la jeune maman, elle est là et tout, elle est en train de discuter, hop, elle a posé son bébé, il est changé, il a bu, il a tout ce qu'il faut, il commence à pleurer, sa réaction, c'est... Et l'entourage, et la pauvre, elle est partagée entre le coup de son instinct. elle est partagée entre aller voir son bébé et la réaction des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Que je suis une maman poule, que je chouchoute trop, que je vais en faire, ça va être un enfant roi, etc. Donc Meskina, elle est partagée entre le jugement des autres et son instinct maternel qui l'alerte. C'est pour ça qu'il faut faire un déploiement comme ça. Un déploiement, exactement. Donc, se faire confiance et ne pas faire attention au regard des autres. Et donc l'enfant, donc tu écoutes ton instinct, alhamdoulilah, tu es sur la bonne voie. Allah nous a déjà dotés de ça, c'est magnifique. Et c'est la société qui est en train de détruire tout ça. Donc écoutez-vous, écoutez votre instinct quand vous êtes une jeune maman. C'est comme les animaux. Les animaux, on ne leur apprend pas. Hein. L'instinct, il est là. Hein. L'instinct de survie, l'instinct maternel. On le retrouve chez les animaux. Donc suivez votre instinct. Tu parlais tout à l'heure de la non-concurrence, c'est l'entraide, c'est ça? Oui, la collaboration plutôt que la concurrence. Elle apprend, La compétition. Céline elle développait que les enfants, entre eux, ils aillent chercher de l'aide, l'entraide mutuelle. Exactement. Il n'est plus vers la maîtresse et qu'entre eux, c'est ça veut dire qu'en fait, petit, ils cèdent, enfin, si la société est idéaliste, et quand ils vont grandir, ils auront toujours cet instinct de se tourner vers d'autres pour l'aide, pour le soutien mutuel. Ouais. Et pour rebondir sur ce que dit Rachida, je vais illustrer par un exemple, et on termine. Dans cet exemple-là, avec l'expérience de Céline Alvarez, ça s'est confirmé quand ils sont rentrés au CP. Donc avec l'expérience de Céline Alvarez, dès qu'elle a fini son expérience, bien sûr, on a fait tout capoter son truc, c'est-à-dire que les parents voulaient absolument que les enfants restent dans la même classe au CP pour continuer tout ça, parce qu'il y a une fraternité qui s'est construite, une alliance avec les enfants, etc., une cohésion. Et ils ont tous séparé. Non,
On les a séparés dans toutes les classes. Ouais. Ces enfants-là, on ne veut pas en faire une élite. Donc, et bien les enfants, instinctivement, se retrouvaient entre eux dans la cour de récréation. Et quand il y en avait une anecdote, il y en a une qui a eu la jambe cassée, donc elle n'a pas pu venir à l'école pendant de nombreuses semaines. Et bien les enfants qui la connaissaient depuis la maternelle, ils n'étaient pas dans la même classe, ils allaient chercher ses devoirs pour lui apporter à l'école. Vous voyez? La Ça, twist. La twist. Exactement. Ce que les enfants ont déjà et que Céline Alvarez a a fait. été préservée. La fitra a été préservée. Parce que là, en fait, Ça, c'est on vrai. est dans une société individualiste de plus en plus. Donc, Voilà, et ils ne veulent pas de. c'est ça. C'est un bouleversement pour Il eux. ne veut pas l'élite des quartiers. Ah non, En plus, c'est ce que ça. j'allais dire. En Ouais, plus, dans les exactement. quartiers, surtout pas. Alhamdoulilah. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de Moi, j'ai juste une conclure? question. Enfin, par exemple, pendant une crise, bon, on a dit qu'il ne faut pas être trop laxiste ni trop dans l'extrême. Mm. Par exemple, le bébé il est en train de crier, voilà, il a sa crise, tu sais qu'il va pas bien. Mm. Toi, en tant que maman, comment tu dois réagir? Enfin, tu ne veux pas le blesser, tu ne veux pas le violenter, enfin, c'est normal, c'est ton bébé. Mais en fait, comment tu réagis? Tu ne veux pas être trop laxiste, trop laissé? Enfin, comment bébé de quel réagir? âge? Je sais pas, moi, 1 an, 2 ans, voilà, il fait sa crise, il crie, et tu sais pas ce qu'il a. Comment toi, tu dois réagir en tant que maman? Eh bien, Par exemple, tu t'es peux à répondre, hein, l'extérieur, si ou tu par veux. exemple, t'es à l'intérieur. Toi, à tu l'extérieur, aurais fait t'es quoi, parti. voilà. T'es Donnez en des famille. voilà. Ce que Comment j'aurais vous avez réagi? Je mets à genoux et je me mets à son niveau. Ouais, c'est ça. Oui, mais il bouge. Et après, j'ai testé et approuvé. Ça parlait? Mais vraiment. Hein? Tu parlais après? Non, tu le regardes et puis tu donnes un exemple de ta vie à toi. Je dis, je vois que tu pleures, tu es triste, c'est ça? Oui, je suis triste. Et puis après, tu dis, ah, je me souviens, quand j'étais petite, t'inventes une histoire. Qui t'a inventé l'histoire? Quand j'étais petite, moi, regarde, je vais donner un exemple. J'avais fait des ateliers Montessori. Et puis il y a la sœur qui m'avait embauchée, elle m'avait dit, Kira, il y a un élève, il a 3 ans, il fait que de pleurer, en fait. Dès que sa mère, elle le pose, pendant 3 heures, il pleure jusqu'à que sa mère vienne le récupérer. Puis je dis, bon, ok. Et ça faisait un moment qu'elle l'avait. Moi, je suis arrivée en cours d'année. Et j'y suis allée, je suis rentrée dans la classe. Le petit, je me suis mise accroupie à genoux, j'étais à son niveau. Puis je dis, tu es triste, c'est ça? Elle fait, oui, je suis triste. Puis je dis, pourquoi tu es triste? Parce que ta maman, elle t'a laissé ici? Il fait, oui. Puis je dis, ah, tu sais, ça me rappelle quand j'étais petite et j'avais ton âge. Et ben, je me souviens que ma mère, elle m'a déposée à l'école. Qu'est-ce que j'étais triste, j'ai pleuré. Puis après, ça a arrêté de pleurer. C'est là, on va arrêter de pleurer. Puis et puis ça, puis j'ai inventé, j'ai tissé, tu vois, comme je dis, une toile d'araignée, tu vois. Puis après, il a fait, ah. Et après, il me pose des questions et tout. Puis je dis, oui. Puis Elle se retrouve dedans. ouais, il se retrouve en fait. Je crois que c'est du brainstorming, je crois. C'est comme, storytelling. Et puis tu crées l'histoire. Puis après, l'enfant, bah, il disait, ah, purée, elle me comprend, elle a vécu la même chose que moi. Et ben, je te jure, un wallah, hein, l'enfant, il a arrêté de pleurer toutes les séances. Même quand il était avec l'autre sœur. Elle m'a dit, mais comment t'as fait? Vous voyez, ça, c'est vrai. C'est pas un don que j'ai juste appliqué un truc que j'ai. Voilà, c'est vraiment, il faut se mettre à son niveau. Et puis lui dire, bah, je te comprends en fait. C'est vraiment accueillir l'émotion, c'est important, ce qu'elle disait. C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Et il y a des choses, qu'est-ce qui s'est passé chez l'enfant, là, par rapport à ce que tu dis, Réna, c'est un super exemple. C'est que dans le cerveau de l'enfant, il s'est passé quoi? Donc, comme tu dis, tu as accueilli ses émotions. Donc, tu as mis des mots dessus. Voilà. Et scientifiquement, c'est prouvé au niveau du cerveau, quand on met des mots sur l'émotion, l'amygdale, donc le centre de la peur, la partie aussi où le stress se trouve, eh bien, se calme. Se calme, on pose des mots, on reconnaît, on pose des mots. Et là, tu as été plus loin, tu as été beaucoup plus loin, c'est que tu as inventé une histoire pour se mettre à son niveau, donc tu l'as compris. Donc, tu as utilisé l'empathie, ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Et l'empathie, ça sécrète quoi? Autre chose. Donc là, le fait qu'elle ait accueilli, qu'elle ait mis des mots sur l'émotion de l'enfant, donc ça a calmé l'amygdale. Donc on pose des mots, ça diminue le cortisol, la réaction du stress, etc. Et ensuite, fonction numéro 2, le fait d'avoir eu cette empathie cognitive, ça a sécrété de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Donc il s'est senti connecté à ton histoire, parce que ça fait écho. Rassuré, tout à fait. Et donc ça l'a rassuré. Et donc un enfant qui est rassuré, on dit l'humain il a besoin d'avoir une référence. Il a besoin d'avoir un miroir. Il ne veut pas se sentir seul. Lui, il a l'impression posture psychologique, langage corporel, elle s'est mise à son niveau. Donc égalité vis-à-vis de l'enfant. Ensuite, elle a mis des mots. Et en troisième partie, elle a activé son
de l'attachement. Donc il s'est attaché, il s'est senti compris, il s'est senti aimé, il s'est senti respecté. Et là, alhamdoulilah, ça lui a redonné de l'espoir et ça a calmé sa peur. Mais ça l'a calmé définitivement. Ouais. Tu Après, vois, des petits trucs comme ça peut. des petites choses et ça ça l'a. rassurer sur tout le. Exactement. Et parfois, vous voyez, des fois, même quand il y a des anecdotes comme ça, on entend oh là là, moi, à l'époque, la personne qui est d'un certain âge qui dit moi, j'aurais toujours autant de gratitude pour mon prof de français qui un jour m'a dit, ou alors j'ai rencontré un jour, mon oncle m'a dit une phrase. Il m'a dit nanani nanana. Et ça résonne jusqu'à présent en moi. Et cette phrase-là m'a donné envie de déplacer des montagnes. Ouais, c'est vrai. Il suffit, subhanallah, d'un mot, d'une phrase, d'une réaction, d'un regard, d'une attitude pour changer les croyances limitantes de l'enfant. Donc, le prince, c'est dans les deux cas. Comme pour détruire, comme pour. Exactement. Ça, il ne faut pas oublier. Et sur Ça, il ne faut pas oublier. le point plus important, c'est de la même chose, ça fait exactement le même effet d'un côté comme de l'autre. Et c'est encore pire quand c'est répété. Ouais. Donc oui. J'avais une question, c'était, je sais pas comment formuler, mais par exemple, un enfant qui a subi des violences physiques, etc., on sait que c'est mal, il l'a très mal vécu et tout, pourquoi plus tard il va le reproduire alors que lui-même il l'avait mal vécu? Exactement. Donc là, en fait, il a intériorisé, il y a des personnes qui vont reproduire, alors ça va être soit l'effet inverse, soit ils vont être hyper dans l'empathie, hyper parents protecteurs, c'est pas bon, ou alors, en fait, c'est une façon de réécrire son histoire, de réinterpréter. Il n'a pas pu s'exprimer avant, donc là, il s'exprime de cette façon. C'est comme si répéter la maltraitance, ça lui permet d'extérioriser, c'est comme un purgatoire. Okay. Ça veut dire tout ce mal, cette maltraitance, cette violence que j'ai accumulée toutes ces années, eh bien, l'enfant, ça va être un défouloir. Malheureusement, il va y avoir un effet psychologique, en fait, un transfert où toute la maltraitance que l'adulte a reçue enfant, elle va se répertorier sur l'enfant, ça va lui permettre de décharger toute cette colère qui s'est accumulée durant toutes ces années. Puis il y a l'effet de transfert. Après, il peut y avoir plusieurs causes, mais la cause principale, c'est surtout ça, lié. En fait, c'est pas pour faire du mal volontairement à l'enfant, mais inconsciemment, c'est soit on reproduit ce qu'on a vécu, pas de façon sadique, mais c'est pour se faire du bien à soi, en fait. C'est comme quand tu tapes un enfant, tu dis ça va pas l'éduquer, ça te fait du bien à toi, parce que tu te décharges sur lui, comme on dit. Tu calmes ses nerfs sur lui. Okay. Mais ça fait du bien à qui? À toi ou à l'enfant? L'enfant, ça va pas lui faire du bien au niveau éducatif, mais toi, ça te fait du bien sur l'instant parce que tu as déchargé ta colère. Au lieu de taper sur ton enfant, tape sur un punching ball ou un coussin. Mais ne tape pas sur lui. Parce que tu as besoin de décharger ta colère. Donc du coup, le stress, comme on disait tout à l'heure, fuite, agressivité ou sidération. Là, il y a une montée de stress en toi. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu fuis, soit tu es sidéré, tu es là, ou alors tu vas aller au combat. Donc là, c'est plutôt pour décharger tout ce stress, ce cortisol qui est en toi. Boum! Allez, je décharge sur l'enfant, ou la personne qui est en face de moi. C'est comme des cris. En vrai, quand on crie pas sur l'enfant, on crie sur nous-mêmes. Ouais, aussi, hein. Parce que c'est nous, enfin, souvent quand on crie sur l'enfant, c'est soit il n'a pas écouté, etc., etc. Mais en vrai, c'est nous, au fond de nous, on se dit, ouais, j'ai pas géré, du coup, j'ai trop pris sur moi. Et là, j'arrive plus à retenir. Du coup, là, j'explose. Exactement. Ouais, exactement. Il y a plein de théories comme ça psychologiques. Pour revenir à ce que tu disais, Maëva, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais une des raisons qui revient souvent en théorie psychologique, c'est effectivement, je reproduis ce que j'ai vécu parce que c'est une scène. J'ai été habituée à ça. Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça veut dire c'est ma façon, la façon dont j'ai compris l'éducation. Il y a des parents aussi qui tapent, moi c'est pour ton bien. Donc lui, il va intégrer que taper c'est bien. Donc inconsciemment, il va penser que taper c'est bien, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Ou alors c'est pour, comme je te dis, décharger sa colère. Toute la rage qu'il n'a pas pu décharger avant, et ben, il la décharge sur un être fragile. Sur un être fragile, et puis il y a comme, tu vois, un petit peu on rejoue la scène. On rejoue la scène. C'est comme l'agresseur. Tout à fait. Dans la dissociation aussi. Des fois, la victime devient bourreau, et des fois, dans les traumatismes sévères, les victimes, elles vont prendre la place du bourreau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles vont se mettre dans un état pour imiter ce que leur cerveau a intégré. D'accord? Et donc, elles vont imiter l'agresseur.
Moi, j'ai une question. Quand on dit mettre un cadre, en vérité, ça veut dire quoi? Tout le monde dit oui, il faut mettre Bah, mettre un cadre, c'est en fonction de tes. Pour moi, c'est imposer des limites. En fonction de C'est en fonction, voilà. Le cadre, c'est en fonction ce que tu veux toi pour ton enfant. Exactement. Faut pas Pourtant, qu'il ça sorte. reste dans la bienveillance. Mais on n'a pas des exemples parce que tout le monde dit cadre, cadre, mais personne. Alors, un exemple de cadre. Ouais. Voilà. Par exemple, mettre un cadre, c'est-à-dire, tu le sens toi-même, hein, tu vois. C'est par rapport à l'éducation, tu sais, voilà, tant que ça reste toujours dans la bienveillance, pour toi, par exemple, moi, je trouve pas. Un exemple, ton enfant, il a quel âge 18 mois. Ah, 18 mois. Un cadre, un enfant, tu es là, toi, pour l'accompagner dans ce qu'il est censé faire. Il va se retirer pour ça. Voilà, l'enfant qui va taper, qui va crier, etc. Tu lui dis non, on ne tape pas. On ne tape pas. Tu parles avec lui, tu essaies de lui faire comprendre que taper, c'est pas bien. Parce que bon, lui, c'est pas qu'il le sait pas, c'est que il est immature. Il est immature, donc il n'a pas encore sa capacité d'analyse et de rationalité, elle n'est pas encore développée. Donc, c'est à toi de l'aider. Là, tu mets un cadre. On ne crie pas, on ne tape pas. T'es en train de, voilà. Et en là, tu vas le répéter 100 Voilà. fois. Et On malheureusement, marche doucement. voilà. Et à C'est tel ça. point que la petite que je garde, elle dit aussi. Non, non, il y en a un qui court tout le temps. Et je dis, tu marches, Eden, tu marches On va doucement. couper. Tellement jolie de fois, Lana elle dit, Eden, on marche doucement. D'accord, on pourra développer ça après. Donc là, on va, pour les filles qui nous suivent, on va conclure. Merci beaucoup hein, d'être venues, d'avoir participé, d'avoir partagé votre expérience. Et donc, ce sera toujours reconduit un dimanche par mois, cette assise pour celles qui souhaitent encore continuer à approfondir, parce que c'est un thème voilà, sans fin, c'est un puits sans fond, et super intéressant et urgent à mettre en pratique hein, autour de nous, en parler, n'hésitez pas à en parler, à développer, à chercher. Voilà, tu vois, c'est notre mission. C'est la vérité, en fait, notre mission, c'est ça, c'est de transmettre. Je sais pas, mais d'en parler, c'était instinctif. C'est super. Tu trouves ça pour cerner, t'as mis Non, donc les parents, ils aussi chercher pour qu'ils trouvent une solution eux-mêmes. Exactement. C'est une MNA et c'est notre responsabilité à nous tous. Dans une vidéo, on avait posé la question, mais quand vous dites la responsabilité de la société, c'est qui? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Hein. Celui qui a un enfant, on est tous dans le même bateau, on est tous responsables de l'éducation